Non, mais essayons d'être clairs. Ok. Tu ne crois pas au mérite, mais tu crois au talent. Prenons notre outil, le langage, et essayons d'en faire un outil de clarté. Ok. Federer est un génie du tennis. Indiscutable. Après, tout le monde le constate. Donc il y a un immense talent de Federer pour le tennis. Et une élégance Après, on incroyable. pourra préférer celui de Djoko, celui de Nadal, pourquoi pas celui de Skinner maintenant. Mais en tout cas, Federer a du talent. Il joue au tennis comme personne d'autre. Jusqu'ici, je n'ai pas du tout tranché la question du mérite. J'ai constaté que quelqu'un faisait des revers comme personne. La question du mérite intervient pour dire, peut-il se prévaloir de son propre talent? Peut-il s'en attribuer? Peut-il se l'imputer? À savoir, il aurait travaillé, il aurait méritoirement travaillé de sorte qu'il a fini par acquérir un revers d'exception. Moi, je pense que non. Je pense que fondamentalement, ce qui fait le génie de Federer tient à ce qu'on pourrait appeler classiquement un don. Donc tu remets en cause la théorie des 10 000 heures. Il y a la théorie des 10 000 heures qui dit que après avoir travaillé un certain nombre d'heures, en l'occurrence 10 000. Non, mais ça, c'est l'idéologie méritocrate qui a voulu absolument remettre du travail là-dedans. C'est pour ça que je t'interpelle là-dessus, parce que c'est une théorie qui se développe de plus en plus en France, et notamment dans les milieux sportifs ou artistiques où on demande des efforts répétés avec une intensité importante en disant, en arrivant à un certain nombre d'heures, tu potentiellement deviendras un Federer ou un Nadal ou un LeBron James ou un Zidane. Parce que ça se saurait si c'était si simple. Dans ce cas-là, je serais devenu Federer. Moi, je les aurais faites les 10 000 heures, mais j'ai bien vu que je n'ai pas fait. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant d'avoir. Attends, je crois que j'ai compris. Mais quand bien même, il y aurait une part de travail dans le talent de Federer. Bien sûr qu'il y a une part de travail. Mais moi, je pense qu'il faut toujours rappeler cet angle mort de la méritocratie qui s'appelle le don. Voilà. Qui fait que Zidane à 5 ans, c'est déjà clair pour tout le monde qu'il va devenir un des meilleurs joueurs du monde. Donc toi, tu penses que. Non, mais c'est clair. 6 ans, 7 ans, on le voit tout de suite. Non, mais tout ça, c'est du réel. Il suffit d'aller voir les gens qui ont vu Maradona à 5 ans. Et écouter des témoignages. Il y a des documentaires, il y a des gens qui témoignent dans le bidonville de Buenos Aires où il a grandi. Des gens qui ont vu arriver le petit Diego, il avait un ballon et ils étaient tous comme ça. Bon, ok, c'est Dieu. En fait, ils disaient même c'est Dieu, avec la croyance. Enfin, ensemble, je pense qu'on peut être d'accord sur l'équilibre. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être ni Federer ni Maradona. En revanche, pour peu qu'on s'en donne les moyens, tout le monde peut devenir professionnel de foot. Exactement. Ou professionnel. Non, quand on n'a pas le pied, on n'a pas le pied. Non, on ne deviendra pas professionnel de foot si on le décide à 5 ans. Non, pas du tout, c'est faux. Alors, il y a un moment, il y a une espèce de positionnement dans l'espace, il y a une espèce de don. Par exemple, moi j'ai un peu joué au foot, mais à un niveau extrêmement inférieur. Mais à un moment, quand même, j'avais un peu du ballon, comme on disait. Mon truc à moi, c'était la passe. Comment vous apprenez à faire une passe? Vous n'apprenez pas à faire une passe. Il y a une espèce de don, comme ça, une espèce de perception assez étonnante d'ailleurs et vertigineuse du mouvement du partenaire auquel il faut donner la balle un peu dans l'espace en calculant en une fraction de seconde eu égard à sa vitesse et la vitesse de mon ballon et l'angle qui est le mien. Oui, c'est complètement intuitif. Et ça ne s'apprend pas. Mais je voudrais finir mon truc. Quand bien même il y aurait du travail dans le talent de Zidane, enfin en tout cas de ce qu'il a fini par produire sur un stade ou Federer sur un court, je crois qu'on ne peut pas non plus s'honorer de notre capacité de travail. Moi, par exemple, j'ai toujours eu une grosse capacité de travail. On ne peut pas s'honorer d'une capacité de travail. Moi, j'ai toujours eu une grande capacité de travail, en tout cas dans certains domaines. Dans d'autres domaines, je suis très, très paresseux. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de capacité de travail. Capacité de travail, c'est pareil. Pour moi, ça fait partie des facultés qui sont peut-être transmises par des gens, qui sont peut-être conditionnés. Est-ce que tu peux nous l'exposer, s'il te plaît? Attends, est-ce que tu peux nous l'exposer, s'il te plaît? la notion de volonté. C'est pour ça que je dis ça. Est-ce que tu peux nous l'exposer, s'il te plaît, pour la jeune génération? Tu détruis la notion de volonté. Comment se manifeste ta capacité de travail? Je vous dirais factuellement, je pense que je suis capable, encore maintenant quand j'écris des livres, je suis capable de travailler 10-12 heures par jour, etc. Mais j'étais aussi un élève qui était capable de réviser longtemps, voilà. Et l'endurance. Une endurance, plein de choses, mais aussi parce que j'étais conditionné à l'être. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que je m'astreignais à ce travail-là, que je me pourrissais la vie un mercredi après-midi plutôt que d'aller jouer au flipper avec mes copains. C'est comme ça. Mais ce que tu dis là. D'ailleurs, j'ai toujours mis ma capacité de travail comme quelque chose qui était négatif chez moi plutôt que positif. En tout cas, à cette époque. Je pense que la raison pour laquelle, par exemple, je travaillais beaucoup à l'école, en tout cas, pas tant que ça, mais quand même, des fois, j'étais capable de foutre d'en mettre un bon coup, disons. Parce que j'ai été conditionné à vouloir être un bon élève. Ce qui pour moi n'est pas du tout reluisant. Mais est-ce que ta volonté, à un moment donné, elle rentre en ligne de compte? C'est-à-dire Non, mais moi je ne crois pas à la volonté. Disons les choses quand même. Moi je suis vraiment un anti-méritocrate, mais
hardcore. Viscéral. Donc ça veut dire que pour toi, un individu qui pourrait prendre des décisions radicales au niveau de son entourage, quitter un environnement qu'il estime être hostile, s'inscrire dans un environnement beaucoup plus favorable, pour je lui souhaite se forcer à travailler alors qu'en temps normal c'était un paresseux, ça ne marche pas pour toi? Moi je pense que plutôt que d'attendre qu'un individu soit saisi par l'étincelle de volonté qui lui fera s'émanciper, précisément penser politiquement les choses, c'est penser à comment nous pourrions nous collectivement modifier les environnements de vie de sorte que ça puisse susciter des énergies et des désirs. Oui, parce que moi, en fait, là où tu parleras de volonté, moi je parle de désir. Et le désir, c'est quelque chose qui te traverse. Nous ne sommes jamais responsables d'un désir. Quand il m'arrive de désirer, par exemple, une femme, en tant qu'hétérosexuel, je suis traversé par un désir. Eh bien, je pense que la société, la collectivité peut donner aux individus, et c'est ça le projet politique. Le projet libéral, et c'est là que je ne suis pas du tout libéral, contrairement à ce que j'ai pu laisser croire tout à l'heure, c'est on va s'en remettre aux énergies individuelles. Démerdez-vous les amis. Le projet politique collectif, pléonasme, c'est ça qui me fait dire parfois qu'il n'y a de projet politique que de gauche. Le reste n'est pas un projet politique. Soit c'est un projet policier, soit c'est un projet individualiste. Le projet politique consiste à réfléchir tous ensemble, à produire des environnements qui soient favorables au développement des désirs. Alors justement, c'est intéressant. Ça signifie quoi? J'allais convoquer David Goggins, un sportif. Que je ne connais pas. Il fait quoi? Dans quel domaine? C'est le prophète de la volonté. C'est un chantre de la volonté qui a été notamment chez les Navy Seals aux États-Unis et qui pesait 140, 150 kilos et qui a perdu une cinquantaine de kilos avec sa volonté et sa discipline. Dit-il. Avec sa volonté. Lui, la thèse qui soutient Mordicus dans ses ouvrages et dans ses conférences, parce que c'est devenu un grand conférencier, c'est de dire, tu peux à un moment donné prendre conscience que tu es une merde, que tu as un environnement qui n'est pas bon, et décider de façon brutale d'être en rupture avec ce milieu, d'être en rupture avec la malbouffe, mais je comprends bien. D'être en rupture avec l'absence de sport, et te faire violence cette fois-ci pour te libérer de tout ça. Non mais je connais bien ce genre de propos, je ne connais pas ce monsieur, mais ces propos inonde notre société. C'est la propagande libérale. Bien sûr. C'est la propagande libérale. Avoir ton point de vue là-dessus. Et bon, je comprends que ce monsieur, peut-être moyennant finance ou pour se rétribuer, non mais je veux dire, il faut bien vivre. Il distille un discours qui est beaucoup plus plaisant à entendre que le mien. Mais lui, il l'incarne, lui, parce qu'il te dit que j'ai pesé 150 kilos. Les gens ne font pas forcément... Aujourd'hui, j'en fais 80. Moi, une des raisons pour lesquelles, dans mes livres, j'essaie toujours de m'auto-analyser, c'est que je pense que parfois, on se raconte un peu des histoires sur soi-même. Et donc, par exemple, écrire sur soi, partir d'un affect, d'une vibration affective que je peux avoir, comme peut-être qu'on y reviendra sur certains autres textes, en écrivant dessus, ça me permet de m'auto-analyser et de me dire, mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé en moi? Donc ce monsieur... pour des raisons qui lui appartiennent, qui vont d'une ambition professionnelle, peut-être une ambition lucrative, ou peut-être aussi un discours qu'il a envie de distiller par conviction, très bien, un discours de la volonté, se raconte à lui-même que c'est par discipline et par volonté qu'il a par exemple maigri. Très bien, mais moi, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, on va s'asseoir, on va prendre 3-4 heures, tu vas vraiment me raconter ta vie. Tu vas vraiment me raconter comment ça s'est passé, là, le moment où tu as perdu du poids. Et moi, je suis sûr, enfin en tout cas, ça m'est souvent arrivé de me le dire devant des exemples vivants, parce que j'aime bien analyser les individus, comment ça marche un individu, comment ça fonctionne. Eh bien, je pense que je trouverais plein d'autres éléments qui me permettraient, moi, de produire un contre-récit par rapport au sien. Et qui serait un récit du fait qu'il a été déterminé à un moment, par exemple, je pense que quelqu'un qui arrive à maigrir, pour vraiment caricaturer ou simplifier les choses, parce que je ne suis pas un expert diététique, mais je crois que c'est quelqu'un qui à un moment est dans une balance qu'on appelle une balance passionnelle chez les spinozistes. La balance passionnelle, c'est quoi? Je suis pris entre deux passions. Passion au sens où je suis affecté par quelque chose, c'est ça la passion. C'est pas la passion amoureuse, c'est bon. Je subis un affect, je suis affecté. Il y a une tentation qui est celle du gâteau au chocolat. Ça, c'est une sacrée passion, quoi. Je suis très tenté de me satisfaire en engloutissant ce gâteau au chocolat. Je vais réussir à maigrir si j'arrive à faire en sorte d'opposer à cette puissance affectante qui est celle du gâteau au chocolat, la jouissance de maigrir. La jouissance de maigrir. Parce qu'à un moment, quand on enclenche un processus de maigrissement, de perte de poids, beaucoup de gens qui ont perdu du poids peuvent en témoigner, il y a un moment où on est gagné par une sorte de libido de la perte de poids. Et là, c'est gagné.
À ce moment-là, on a gagné contre le gâteau au chocolat. Mais tout ça, c'est des balances passionnelles. Qu'est-ce qui va faire que ça penche comme ça, pas toujours. Une façon de ne pas analyser précisément les choses, c'est de les résoudre avec des grands mots dont on ne sait plus ce qu'ils veulent dire, à savoir la volonté. En fait, la volonté, dans le discours de ce monsieur, mais comme dans tant d'autres discours, c'est pour ça que je peux me permettre de parler de ce discours-là, parce que je connais tous les autres, la volonté vient toujours colmater une béance de l'analyse. Là où je ne sais pas analyser, je dis, oh, c'était la volonté. Okay. Bon, et puis voilà, ça fait la blague. Par incompétence.